Comment vous décririez la mission du Grand Chemin? Si vous aviez à expliquer ça aux gens qui nous écoutent, par exemple, des familles là, qui sont justement en détresse, là, comme je disais tantôt. Bien, c'est sûr qu'on est un organisme à but non lucratif qui vient en aide, oui, aux adolescents ayant une problématique de dépendance, autant au travers des substances, mais aussi l'utilisation problématique d'Internet. Puis c'est sûr que oui, le jeune a un programme par la suite en réinsertion, donc il y a le volet réinsertion sociale qui dure ça dure 4 mois, donc à peu près approximativement 16 semaines. Et pendant tout ce temps-là, donc tout ce 6 mois-là, si on veut, de programme, bien, les parents sont amenés à s'impliquer au travers de rencontres familiales, au travers d'ateliers. Au même titre qu'on ne peut pas obliger le jeune à se prendre en main, on ne peut pas non plus obliger les familles à venir travailler sur eux. On va les encourager fortement, on a plein de stratégies pour les impliquer dans notre service, puis on veut. Puis on n'a pas parlé beaucoup tantôt, mais une des choses que tous nos intervenants ont en commun, c'est la capacité de créer des liens de confiance. Ça, c'est notre outil. Moi, je le dis tout le temps, c'est notre outil numéro 1. Même dans l'adversité, parce que ces jeunes-là ont eu 2 travailleuses sociales, un intervenant scolaire, un intervenant, tu sais, des mythes, là, mais quand ils arrivent chez nous, il faut être cool, puis il faut être le fun, puis il faut être capable de créer ce lien-là. Sincère. Pour moi, encore aujourd'hui, c'est pas tant juste mon histoire personnelle qui fait que je travaille encore là. Mais je pense que c'est pour la cause. C'est la cause, c'est la mission. Ces jeunes-là, ils ont besoin de savoir qu'il y a de l'aide qui existe. Ça faisait déjà 3 ans que j'essayais de perdre du poids, raffermir ma peau, faire diminuer ma cellulite, puis de faire diminuer vraiment mes problèmes de dos occasionnés par mon travail qui se trouve à être, étant donné que je suis thérapeute, toujours en position assise. Ce qui m'amène à vous parler d'Iron Body Fit de Saint-Bruno-de-Montarville qui a complètement changé ma vie. En fait, c'est pas compliqué. Tous les résultats que je recherchais, que je viens de vous nommer, je suis déjà en train de les ressentir. Je les vois déjà, ces résultats-là. Donc, je répète, mon dos, j'ai plus du tout d'engourdissement dans le haut de mon dos. La cellulite a diminué. Le raffermissement est arrivé au niveau de mes jambes, mes cuisses, mes fesses. Je le sens déjà. Moi, au niveau d'Iron Body Fit de Saint-Bruno-de-Montarville, ce qui m'a aidé le plus, c'est que quand on entre là-bas, déjà en partant, on se sent bien. Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, tu sais, on va se lancer dans le gym, le jogging, les régimes, le ci, le ça. À un moment donné, on ne le sait plus. Puis la société nous envoie quand même une certaine forme de pression d'être extraordinaire au niveau physique, santé et tout ça. Mais l'électrostimulation, c'est une nouvelle façon de faire qui existe depuis longtemps, mais qui est nouveau ici. C'est une session de 25 minutes, dans le fond, qui équivaut à un 4 heures de renforcement musculaire, qui se trouve, dans le fond, aussi à amener cette espèce de fermeté-là, qui amène un changement au niveau corporel, mais qui vous donne du temps dans votre horaire. Fait que ça, c'est important de le comprendre. Si vous êtes un entrepreneur ou quelqu'un, même une maman à la maison avec des enfants, mère monoparentale, peu importe, quand notre horaire est chargé, souvent, c'est difficile de vouloir tout faire en même temps. On entend souvent parler de ça, la charge mentale. Bien, l'idée, dans le fond, c'est de mettre dans ton horaire un 25 minutes par semaine qui va équivaloir quand même à aider énormément à ta perte de poids, énormément à même ton énergie. Moi, j'ai ressenti énormément d'énergie depuis que je suis abonnée à Iron Body Fit de Saint-Bruno-de-Montarville. J'ai énormément d'énergie. Donc, ma motivation se multiplie aussi à continuer. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Puis Isabelle McNichol, la propriétaire d'Iron Body Fit de Saint-Bruno-de-Montarville, vous offre un 15 minutes d'essai gratuit, justement pour que vous puissiez constater les résultats dont je vous parle en ce moment. Donc, si l'expérience de 15 minutes chez Iron Body Fit Saint-Bruno-de-Montarville vous intéresse et que vous voulez faire l'essai pour constater vous aussi les résultats sur votre corps, je vous invite fortement à téléphoner au 438-410-4230, puis vous allez tomber sur des gens extraordinaires, dont probablement Isabelle qui prendra bien soin de vous. Retournons maintenant à l'épisode. Bonjour, Marie-Josée Michaud et Annie Marcotte. Bonjour. Salut, bonjour. Cathy. Écoute, je suis contente de vous avoir aujourd'hui en entrevue parce que, bien sûr, aujourd'hui, pour moi, c'est plus, je vais dire, émotif positif. C'est que vous êtes, bien, toi, tu es coordonnatrice, Annie, et toi, tu es, c'est quoi ton titre? Coordonnatrice des services en prévention. Service prévention. Et tu t'occupes aussi, je pense, d'un onglet plus cyberdépendance aussi au sein du Grand Chemin, hein, c'est ça? Exact. Je m'occupe de donner de la formation, des ateliers de prévention dans les écoles, des conférences aussi aux parents en cyber. Merveilleux. Donc, je rewind. Le pourquoi c'est plus émotif pour moi positif, c'est qu'un jour, j'ai eu recours au service du Grand Chemin en lien avec les problèmes de consommation de ma fille, Marie-Lune. Donc, pour moi, ça a été très significatif dans nos vies, à moi puis ma fille. Puis je trouvais super important
que vous puissiez parler de votre centre du Grand Chemin. Bien là, votre centre, il y en a 3. Donc, je voulais vraiment laisser la place aux gens d'entendre, vous laisser la place à vous, c'est-à-dire de parler du centre pour pouvoir que les gens entendent à quel point c'est aidant pour les familles, puis que les gens puissent savoir qu'il y a de l'aide qui est là pour eux. Souvent, on peut se sentir, en tout cas moi comme parent, je me sentais vraiment en détresse. Je me sentais vraiment impuissante face à la souffrance de la consommation de ma fille, mais aussi face à la mienne, ma souffrance comme parent. Donc, j'aimerais ça en commençant, puis comme je dis, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est significatif pour moi. Même quand je parle, je le sens que je suis décousue un peu déjà parce que c'est très important pour moi, cette rencontre-là aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça, si c'était possible pour commencer, que vous puissiez me parler justement de ce qui vous a amené à travailler pour les Centres du Grand Chemin. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été significatif dans votre vie personnelle, puis qu'après ça, vous avez décidé de travailler pour le centre? Ou qu'est-ce qui vous a amené là? Comme moi, thérapeute, mais c'est parce que j'ai un background de codépendante, puis tout ça, puis ça m'a amené là. Donc, pour vous. Donc, Annie, si on commence avec toi, tu es coordonnatrice du Grand Chemin. Lequel? Point de service de Montréal. Donc, on a 3 centres, le Grand Chemin, celui à Québec et sur la Rive-Sud de Trois-Rivières, puis celui de Montréal. Là, c'est toute qu'une question. Qu'est-ce qui m'a amené à travailler au Grand Chemin? Oui, j'ai... Ben écoute, je vais y aller. Mais go. Oui, j'ai eu accès au service, moi, quand j'étais adolescente. OK. Donc, quand j'avais 16 ans, fait que j'étais au point de service de Québec parce que je suis une petite fille qui vient de la ville de Québec. Fait que oui, j'ai passé par là. Puis après mon parcours, mon cheminement que j'ai fait là-bas, je savais pas trop ce que je voulais faire. Fait que, tu sais, je me suis dit, OK, je vais m'en aller dans relation d'aide parce que oui, il y a quelque chose qui me parle au travers de tout ça, de rapporter aux jeunes, tout ça, mais jamais je m'étais dit, je vais travailler un jour au Grand Chemin. Puis ça a arrivé, c'est ça, après ma technique au cégep, j'étais inscrite à l'Université de Montréal. Donc là, je m'en venais à Montréal. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à travailler au Grand Chemin. Fait que tu as commencé comme intervenante, dans le fond. Puis oui, comme intervenante et en venir à être chef d'équipe. Bon, différents rôles pour en venir à faire de la coordination par intérim. Puis là, oui, ça fait peut-être une dizaine d'années là, que j'étais à la coordination au point de service de Montréal. Mais c'est ce qui m'a amenée. Mais tu sais, pour moi, encore aujourd'hui, c'est pas tant juste mon histoire personnelle qui fait que je travaille encore là. Mais je pense que c'est pour la cause. C'est la cause, c'est la mission. C'est ces jeunes-là, ils ont besoin de savoir qu'il y a de l'aide qui existe. Ces familles-là ont besoin de savoir qu'il y a de l'aide qui existe. Exact. Puis c'est ça. Oui, notre clientèle est un peu la clientèle rebelle de dire « Ah, les drogués, les dépendants, ceux qui sont jamais sur leurs écrans, on peut pas rien faire. » Fait que pour moi, c'est un défi personnel aussi au travers de changer cette image-là de la société. Bien, tu sais, mon but, c'était pas nécessairement que tu nous donnes ton CV, mais le pourquoi je voulais qu'on parle de ton background, c'est que, tu sais, c'est le fun quand on sait que l'équipe est au cœur des choses, puis qu'elle est vraiment, tu sais, aimante des jeunes, aimante des humains qui viennent consulter, tout ça. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Bien sûr qu'on n'est pas obligé d'être passé quelque part pour y travailler, mais... Je te connais pas beaucoup, mais je te connais assez pour savoir que tu es une femme de cœur. Puis je trouve ça intéressant quand même de savoir que tu es passée par là. Donc, tu sais, qu'est-ce que peut-être peut ressentir un jeune qui arrive. Puis pour moi, c'est significatif quand même, même si c'est pas obligé. Puis toi, Marie-Josée? Moi, c'est une toute autre histoire. En fait, j'ai fait mes études en psychologie. Je me suis toujours intéressée à l'humain de façon générale, pas spécifiquement à l'adolescent. Dans le sens que moi, je m'en allais travailler en milieu carcéral. J'avais fait mes études en psychologie, puis après ça, en criminologie. Puis je m'en allais travailler en milieu carcéral, mais je dis souvent que le travail m'a choisi. Puis un jour, je suis atterrée au Grand Chemin pour une entrevue en me disant que ce serait en attendant. Puis là, en attendant, mais est encore là, puis ça fait 22 ans. Ah, ça t'attend longtemps, toi. Je dis souvent que je suis tombée en amour avec les ados, mais c'est vrai. Là, puis encore aujourd'hui, là, j'ai ce moment-là j'appelle ça des ha-ha moments. Là. En anglais, on dit, tu sais, un moment où tu ressens quelque chose de bien fort. Là. Puis moi, je m'étais toujours dit que si je ressentais ça chaque semaine dans mon travail, j'étais à la bonne place. Puis je le ressens encore. Puis encore cette semaine, je me suis fait cette réflexion-là, à quel point que les ados, ils sont beaux. Puis j'aime les ados, puis leur naïveté, puis tout, tu sais, à quel point on pense qu'on sait tout, mais on ne sait rien. Puis ça, moi, là, ça me garde jeune, premièrement, mais c'est ça. Fait que c'est ce qui fait que je suis atterrée au Grand Chemin. Puis de fil en aiguille, bien, moi, j'ai fait de l'intervention individualisée là, auprès des jeunes, comme toi. Tu as fait ça aussi.
Puis après ça, ben là, j'ai fait différentes fonctions. La coordination par intérim pendant 2 ans. Après ça, spécialiste en activité clinique. Et là, coordonnatrice du volet prévention, formation, conférence, parce qu'on a beaucoup de demandes. Oui, j'imagine. Entre autres, avec la cyberdépendance, mais avec aussi le trouble d'utilisation de substances. Là. OK. Bon, bien écoute, je suis contente parce que là, j'ai une image plus claire aussi de ce qui vous a amené là. Puis en plus, en fait, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est comment vous décririez la mission du Grand Chemin? Si vous aviez à expliquer ça aux gens qui nous écoutent, par exemple, des familles là, qui sont justement en détresse, là, comme je disais tantôt. Qu'est-ce que vous avez à offrir pour ces familles-là? C'est quoi votre approche aussi? Bien, c'est sûr qu'on est un organisme à but non lucratif qui vient en aide, oui, aux adolescents ayant une problématique de dépendance, autant au travers des substances, mais aussi l'utilisation problématique d'Internet. Puis on a un service d'accompagnement aussi à leur entourage. Donc, oui, notre hébergement intensif de 8 à 10 semaines où les jeunes, ils sont au centre, puis ils ont une sortie préparatoire qui est en cours de programme, tout ça, mais c'est vraiment l'intensité de, oui, les intervenants, ils font du vécu partagé avec eux. Puis, en parallèle, bien, c'est sûr que oui, il y a l'implication au travers. On a une intervenante qui est dédiée au volet familial, d'en venir à faire des ateliers avec les parents, d'en venir à leur faire connaître c'est quoi la dépendance. C'est pas tous les parents qui connaissent c'est quoi la dépendance. Oui, il y a des parents qui ont connu, eux aussi, leur expérience au travers de la problématique, mais c'est ça, des ateliers en lien avec la communication, en lien avec les rôles parentaux, en lien avec la dépendance en soi et tout ça. Puis c'est sûr que oui, le jeune a un programme par la suite en réinsertion. Donc, il y a le volet réinsertion sociale qui dure ça dure 4 mois, donc approximativement 16 semaines. Et pendant tout ce temps-là, donc tout ce 6 mois-là, si on veut, de programme, bien, les parents sont amenés à s'impliquer au travers de rencontres familiales, au travers d'ateliers, que ce soit ateliers zoothérapie. Donc, on fait aussi avec cool, hein, avec les parents. Il n'y avait pas ça à l'époque. Non. Moi. Il aurait fallu que je prenne des choses allergiques. Fait que là, il y a un volet vraiment zoothérapie. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus aussi que depuis le temps où je suis allée? Bien, le volet de l'intervention par la nature et l'aventure qui prend énormément de place au travers du programme, dans le sens que nos jeunes, une fin de semaine sur 2, nous, à Montréal, ils vont sur la base plein air de Duchesnay, faire vraiment une intensité de service par rapport à l'INA, qu'on appelle. Okay. Donc, d'aller travailler différentes compétences, leur autonomie, tout ça, mais au travers de la nature. Donc, ça, c'est nouveau. Sinon, oui, le reste, au travers de... C'est sûr qu'on a nos approches. On a nos approches. L'intervention de groupe demeure centrale là, au travers de nos interventions. Donc, notre but, c'est vraiment d'en venir à utiliser le groupe, les compétences de groupe, puis de faire évoluer un groupe en soi, même si on est quand même un groupe ouvert. Là, surtout qu'un jeune finit, bien, en principe, il y en a un qui arrive et d'essayer. On a une capacité de 12 jeunes en thérapie. Donc oui, l'intervention de groupe, l'approche systémique, on a parlé tantôt, au niveau de l'art-thérapie, au niveau de l'approche motivationnelle. J'en oublie. Biopsychosocial, en fait, là, on s'occupe de... Comme l'entièreté, là, dès le début, on les prend en charge. On s'assure que s'il y avait eu à avoir un sevrage, par exemple, au niveau du trouble d'utilisation des substances, ça va avoir été fait, c'est stabilisé. Même chose il arrive dans le fond, puis c'est fait. Exact. Là. Okay. Même chose au niveau de la santé mentale. S'il y a une médication à ajuster, dans le meilleur des mondes, on veut que ce soit fait avant qu'ils rentrent chez nous, parce qu'ils sont là aussi, on ne l'a pas dit, tu ne l'as pas dit, mais ils sont là de façon volontaire, les jeunes. C'est souvent une question qu'on va avoir. Est-ce que les jeunes sont obligés, ou quand les parents nous demandent de l'aide, comment je fais pour amener mon jeune chez vous en thérapie? En fait, le jeune doit être volontaire. Alors, on s'entend, le volontariat, là, c'est pas... moi, j'appelle souvent ça du volontariat un peu déguisé, là, dans le sens qu'on dit oui, mais là, on est conscient qu'on s'en va pas en camp de vacances. Fait que, puis quand je l'explique aux jeunes, je leur dis c'est comme un camp de vacances bien intensif, mais sans la portion vacances parce qu'ils travaillent fort. Nos jeunes, là, ils sont vraiment dans le gros travail. Puis ils vivent des choses, ils vivent un sevrage, ils vivent des choses au niveau émotif, ils vivent l'éloignement de la famille. Ils rentrent dans un groupe, là, si on peut l'imaginer, là, on rentre dans un groupe où je connais personne, je connais pas les intervenants, je connais pas les autres jeunes. Je me sens probablement pas sur mon X par rapport à mon estime de moi-même puis mon identité. C'est beaucoup de choses ensemble. Là. Ça peut être très intimidant. Si je me souviens à comment ma fille se sentait, c'était très intimidant. Ma fille qui était très introvertie, arriver dans un groupe avec la honte. Donc, vous traitez aussi cet aspect-là qui vient en général avec le dépendant de substances ou de... Il y a la honte qui est là, tu sais. Donc, moi, je me souviens très bien que ma fille, quand elle est rentrée, premièrement, quand je trouve ça le fun, drôle aussi quand tu dis qu'il faut que ce soit volontaire. C'est vrai que, moi, ma fille, on lui avait fait faire le tour, puis quand elle a vu qu'il fallait faire notre lit lors de la visite, ça, je me souviens, elle avait fait une crise. Mais
le petit chemin se faisait, puis ça, j'ai aimé ça que vous me permettiez de visiter avec ma fille parce que ça a fait tout son petit bonhomme de chemin à l'intérieur d'elle. Puis, à un moment donné, quand elle a senti qu'elle n'était plus capable de contrôler, qu'elle n'était plus capable de fonctionner par elle-même parce que la consommation était trop grande, parce que sa détresse était trop grande aussi, bien, le lit, elle s'en foutait un peu d'être obligée de le faire. Là, donc, elle a lâché un peu son ego puis ses résistances, puis elle a dit, OK, là, j'en peux plus, tu sais. Donc, effectivement, il faut que ce soit volontaire, mais en même temps, un petit coup de pouce du parent qui dit il faudrait que tu te réveilles à un moment donné. Des fois, la motivation, ça va être pour éviter certaines conséquences. Mais on va partir de là. On va partir de là qu'un parent qui est plus capable de dire si tu ne te prends pas en main, moi, je te mets à la porte. Ou une école qui va dire ben non, on t'expulse si tu ne te prends pas en main par rapport à la consommation ou peu importe. Fait que oui, on va commencer avec une motivation et des fois qu'on va dire un peu plus externe, donc pour éviter des conséquences. Mais notre but, c'est faire cheminer cette motivation-là vers une motivation plus interne, plus en lien avec l'estime, le bien-être, peu importe. Puis oui, la visite est hyper importante. Elle est hyper importante dans la préparation d'un jeune parce que c'est une grosse étape, la thérapie. C'est-à-dire, je m'en vais 2 mois et demi avec tout ce que Marie-Josée a nommé des défis de dire, ouf, OK, je sors de mon... Des fois, je sors de ma chambre, là, tu sais, pour des jeunes qui ont une problématique en lien avec les écrans, de dire, OK, non, je ne sors plus de chez nous, là. Donc oui, la visite, visiter les lieux, rencontrer déjà quelques intervenants, peut-être même rencontrer un jeune qui est en thérapie qui va pouvoir y parler de « moi, ça a été quoi mes défis quand je suis rentrée? » Vous offrez ça aussi? Oui, c'est quelque chose qu'on fait maintenant pendant la visite. Wow. Donc, tu sais, pour casser un peu de dire non, c'est pas juste des adultes qui vont te parler de comment ça se passe, mais quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, tu as vécu, va pouvoir te parler comment il s'est adapté à notre programme, tout ça. Parce que oui, c'est sûr que c'est intense. C'est intense pour un ado de 14, 15, 16 ans, dans le sens qu'on reçoit des jeunes de 12 à 17 ans. Là. Donc, le message dans la bouche d'un jeune envers un autre jeune va être bien plus puissant que celui que nous, on va pouvoir avoir. Notre travail, entre autres, une des tâches qu'on a à faire, c'est de faire passer notre message à travers la bouche des autres jeunes. C'est le groupe qui est là, pour qui certains membres sont plus anciens, ils vont accueillir le nouveau, la nouvelle. Puis là, ils vont leur dire, c'est normal que tu trouves ça rushant, c'est normal que tu aies envie de partir. Moi aussi, j'ai eu envie de partir, puis je me suis donné une chance. Puis... Fait que ça, on a plusieurs stratégies motivationnelles, mais toujours dans le respect, la bienveillance, l'accompagnement vraiment où ils sont, à quel moment, à quel stade ils sont rendus de leur motivation, de leur changement. Fait que ça, c'est vraiment super important là, de respecter là, le jeune là, où il est. Puis, oui, on va faire des stratégies, mais ultimement, si le jeune veut vraiment quitter, jamais, on va l'obliger. Puis je me rappelle en début de carrière, là, il y avait beaucoup de juges qui disaient en cours là, que l'ordonnance de cours d'aller en thérapie. Puis là, on essayait, nous, de défendre le point de vue que vous avez beau l'obliger, on va défaire ses bagages, on va refaire ses bagages dans 2 jours. Ou il va fuguer, il va se mettre en danger, puis nous, on ne veut pas ça. Fait que dans tous les cas, on dit toujours aux jeunes, on est là pour t'accompagner, on va bien faire les choses, que ce soit pour progresser ou, ultimement, s'il veut vraiment quitter, on va aussi bien faire cette étape-là. Oui, ça, parce qu'on ne veut pas brûler la ressource pour quand il va être beaucoup plus ouvert puis qu'il va vraiment en avoir de besoin. Puis un jeune typique, je dis tout le temps le mot détresse, mais c'est ça qui me vient parce que avec mon expérience, en tout cas avec ma fille, c'est vraiment ça. Je répète le mot, mais j'en vois pas un autre plus puissant que détresse, et puissant, démuni. Un jeune typique en détresse, dis-je, ça ressemble à quoi au niveau des caractéristiques? C'est quoi souvent ce que vous allez avoir comme, tu sais, mettons qu'on a un parent qui écoute là, en ce moment, ou même un jeune, puis qui pourrait identifier justement, j'ai vraiment besoin d'aide. Je sais que je souffre, mais je ne suis pas sûre. Ça ressemble à quoi justement? Comment on se sent quand on est un jeune qui a besoin d'aide? Puis le move que ça prend aussi pour appeler, mais à la base, les caractéristiques. En fait, ce qu'on va voir beaucoup, là, peu importe le type de dépendance, là, il y a une grande perte de contrôle. J'ai plus le contrôle sur ma vie. J'ai essayé d'arrêter, souvent, là, parce que quand on est rendu à l'interne, comme on offre, j'ai essayé d'arrêter, mais je ne suis pas capable. J'arrête 2 jours, je recommence de consommer, de gamer, peu importe. Donc, perte de contrôle, beaucoup d'obsessions, tu sais, les cravings, ou les obsessions d'aller consommer ou d'aller jouer ou d'aller sur mes réseaux sociaux, des conséquences sur l'ensemble des sphères de la vie du jeune, que ce soit la santé physique, la santé psychologique, les loisirs, la famille, même l'aspect judiciaire ou monétaire. Là. Donc, beaucoup de conséquences, ça en est venu qu'à prendre toute la place. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. OK. La dépendance. Donc, le noyau de la vie du jeune tourne autour de sa dépendance. Exact. Puis tout le reste est en conséquence. Et sur pause ou est en dégringolade.
et délaissé. Dans le sens que, effectivement, c'est malgré ces conséquences-là, c'est que le jeune continue malgré les conséquences. Oui. Fait que ça ressemble beaucoup aux adultes. Oui. Est-ce qu'il y a une différence par rapport aux traits de caractère? Qu'est-ce qu'il y a à cibler comme un gamer? Là? Mettons un jeune qui a un problème avec le gaming. Qu'est-ce qu'on peut observer, par exemple, dans son caractère? Si on est un parent qu'on se dit, mon Dieu, j'ai l'impression que mon fils ou ma fille est isolée et tout ça, mais à part l'isolement, qu'est-ce qu'on peut détecter aussi qui fait qu'on pourrait identifier que notre jeune a peut-être un problème ou besoin d'aide? Une grande perte d'intérêt pour peut-être d'anciennes activités que le jeune aimait faire. Okay. Tranquillement, là, je délaisse toutes mes activités au détriment de, on va dire, les jeux vidéo. Mais on pourrait aussi bien inclure là, dans ça, là, puis ça peut être les deux en même temps, là, les réseaux sociaux. Ouais. On va délaisser ça. Ça va impliquer des conflits. Tranquillement, pas vite, on va délaisser l'école, la motivation scolaire, la productivité scolaire. Okay. Fait que le jeu vidéo vient qu'à prendre toute la place sur toutes les sphères de la vie du jeune. Comme on dit. Beaucoup. Tu l'as nommé, là, mais l'isolement, là, ça, c'est très... je suis tout seul, puis j'ai pas l'impression d'être tout seul parce que je suis dans mon monde virtuel, puis j'ai des amis virtuels, mais... Donc, je pense que je socialise. Oui, je pense que je socialise, mais en vrai, on est des êtres sociaux, on a besoin de contact en face à face. On a besoin de la présence des autres. Fait que tranquillement, pas vite, ce qui arrive aussi chez nos jeunes, puis on va l'observer quand ils rentrent en interne chez nous, c'est que les habiletés sociales ont été mises sur pause. OK. Fait que là, il y a un grand manque au niveau de la compétence sociale, ne serait-ce que regarder les gens dans les yeux, sourire à un inconnu, adresser la conversation, partir une conversation, dire bonjour, tout ça, là. Ça, déjà, on le voit, là, ils sont très... on dirait que j'ai une image dans ma tête, mais un peu le capuchon, ne parle-moi pas parce que je ne suis pas confortable. Là. Le fait d'être là, fait qu'on peut imaginer que rentrer au sein d'un groupe de 8 à 12 jeunes, alors que mon monde se passait essentiellement dans ma chaise de gamer, dans ma chambre, de façon isolée, c'est très, très intimidant. Puis ça nous demande à nous d'être patients, d'être dans l'accompagnement, d'y aller tranquillement, un petit pas à la fois. Là. Mais comment je crée des liens sans être au travers d'un écran? Comment je crée des liens sans avoir fumé mon petit joint avant? J'arrive en face à quelqu'un, puis comment je commence à y parler? C'est aussi banal. C'est aussi banal que je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quelle question que je peux poser pour commencer une conversation. Puis si on regarde le côté émotionnel, qu'est-ce qui est affecté le plus souvent ou qu'est-ce qu'on voit le plus souvent chez un jeune, justement? Là, c'est autant le gaming que n'importe quel type de dépendance. Est-ce que, tu sais, moi, j'observais beaucoup d'agressivité. Tu sais, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent plus? Est-ce qu'on a souvent des comorbidités, de la dépression? Tu sais, qu'est-ce qui ressort le plus souvent chez le jeune? Bien, toute la gestion émotive, on en vient à être un peu mis de côté, dans le sens que quand Marie-Josée parlait de perte de contrôle, bien, c'est aussi cette gestion-là. Donc oui, on peut voir de l'impulsivité, on peut voir de l'agressivité, de l'irrespect beaucoup, mais il peut y avoir tout l'opposé aussi que de quelqu'un qui va garder ça en dedans, puis que oui, ça va se traduire peut-être un peu plus dans des comportements qui vont retourner ça contre eux. Donc au travers d'une détresse, au travers d'idéation suicidaire, au travers de problématiques d'automutilation. Donc, tu sais, on a autant ceux qui sont enfermés dans leur petite coquille que ceux qui vont exploser. OK. Un peu les deux profils, l'introverti, l'extraverti, qui va faire des acting out, puis il va s'en prendre à nous, aux intervenants, aux autres jeunes, ou dans une explosion de colère. J'imagine que vous travaillez avec en multidisciplinarité aussi, j'imagine. Oui. Quand le jeune, justement, tu disais quand il arrivait, idéalement, c'est que les choses soient stabilisées, puis tout ça. J'imagine que vous avez des contacts avec, je ne sais pas, une infirmière pivot, un médecin ou quoi que ce soit pour pouvoir continuer. Sociaux. Tout le monde qui est dans le dossier, on va tenir compte là, d'un alignement commun, en fait. On veut pas aller à l'encontre de ce qui est déjà fait. On veut une continuité. Donc, on va s'arrimer tout le monde ensemble. Bien, il y a ce fameux dicton qui dit que ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend une équipe de travail pour aider un jeune qui est en thérapie. Puis cette équipe-là n'est pas juste au centre, dans le sens que des fois, le jeune, ça fait X nombre d'années qu'il est déjà suivi au travers de la protection de la jeunesse, au travers d'un pédopsychiatre, au travers d'infirmières, cliniciennes, peu importe. Donc, tu sais, pour nous, c'est de continuer de travailler avec ces gens-là, parce qu'on est là quand même une courte période de temps. Mais le jeune, il va continuer. Ces gens-là, ils le connaissent déjà. Donc, tu sais, si déjà on peut avoir un peu sur comment fonctionne le jeune, tout ça pour juste l'aider à cheminer. Tu sais, à l'adolescence,
je veux pas dire contrairement aux adultes, mais c'est un continuum de services. Puis, tu sais, il va rentrer une première fois, ça se peut qu'il finisse pas, ça se peut qu'il revienne. C'est correct, ça fait partie de son parcours, c'est une continuité. Puis, il faut qu'on en vienne à faire partie de la vie d'un jeune en continuité avec qu'est-ce qui est déjà là, puis qu'est-ce qui va s'en venir. T'sais. Tantôt, tu parlais d'un 4 mois. Bien, en tout, avec l'interne, 2 mois. Oui, je comprends. OK, puis après ça, le 4 mois en il se passe quoi avec le parent qui se dit, ouais, attends une minute, là, 2 mois pas d'école? Ah non, ils ont de l'école au centre. Oui, dans l'horaire type, là, si on veut, là, bien entendu, on suit le calendrier scolaire normal, mais les jeunes ont de l'école juste le matin. Donc, c'est de 9h à midi, mais c'est un petit groupe. C'est notre enseignante qui fait le lien avec les écoles d'origine de chaque jeune qui est en thérapie. Souvent, c'est sûr qu'on va essayer de mettre l'accent sur les matières de base, les matières qui risquent d'avoir un impact sur la réussite ou non d'une année scolaire. Mais des fois, il y a des jeunes qui vont faire plus, dans cette petite courte période-là, parce qu'ils sont beaucoup plus centrés sur leurs tâches. Ils ne consomment pas, ils n'ont pas leurs écrans, donc ils sont juste présents aussi. À l'école. Ça aide. Ça aide, c'est sûr. Puis après ça, en après-midi, en soirée, dépendamment de la journée, on a une programmation qui est quand même assez diversifiée, mais ça va être des rencontres de groupe, ça va être un atelier sur l'estime, la confiance, le transfert, donc peu importe un sujet bien précis. Quand tu parles de transfert, ça veut dire transfert de dépendance. Oui, exact. OK, parfait. Exact. Chaque jeune qui rentre en thérapie, en lien avec les substances, on fait aussi un dépistage par rapport aux écrans. OK. Juste pour s'assurer, ça fait partie de notre programme, donc on veut, c'est ça, essayer de mettre la puce à l'oreille que oui, c'est quelque chose qui peut être possible. Mais c'est intéressant, ça, parce que c'est quand même, je vais utiliser le mot qu'on aime tant, le fléau, mais tu sais, quand même, les Internets, puis le téléphone, etc., tu sais, même nous, comme adultes, on est pognés un peu souvent avec ça, tu sais. Donc, c'est quoi les types? Parce que vous en avez parlé, tu sais, toutes les deux, vous avez parlé de gaming, un petit peu de conso, tout ça. En gros, là, vous traitez quel type de dépendance? Est-ce que ça va jusque dans l'affectif ou c'est vraiment substance? Qu'est-ce que vous traitez exactement au Grand Chemin? Trouble de l'utilisation de substances, donc toxicomanie, cyberdépendance qu'on appelle, nous, l'utilisation problématique d'Internet, puis le jeu excessif. Le jeu excessif, souvent, on va le voir maintenant là, plus à l'intérieur même des jeux, on en parlait tantôt. À l'intérieur des jeux vidéo, on peut faire des achats, ça s'appelle des achats intégrés, mais en fait, on peut acheter plusieurs objets convoités ou des cosmétiques, ou peu importe. Donc, dépenser des sous. Puis, il y a beaucoup d'influence du jeu d'hasard d'argent dans les jeux vidéo. Fait que là, il y a un floutage, en fait, entre les deux problématiques. Là. Mais nous, notre libellé, c'est vraiment un trouble d'utilisation de substances, l'utilisation problématique d'Internet et les jeux excessifs, les jeux d'hasard et d'argent. Comment on traite ça? Internet, il y en a partout. Moi, je vais chez Tim Hortons, j'ai le Wi-Fi. Comment on traite ça? Je suis un jeune, j'ai un enfant. Mais je suis un jeune, comment on traite ça? C'est certain que c'est des enfants. Oui, c'est sûr, mais en même temps, je ne veux pas que vous me dites toute la thérapie, qu'est-ce que c'est, mais comment on aborde ça avec un jeune? Puis c'est quoi? Ça va être de la modération? Comment ça fonctionne au niveau des... Parce qu'on est en thérapie interne, là, je vais peut-être rajouter quelque chose avant, puis on reviendra à ta question précisément, mais il y a une trajectoire de service en dépendance. Fait que tous les jeunes pour qui, par exemple, les parents qui écouteraient le podcast, puis se demandent, hey, moi, mon enfant me semble beaucoup sur Internet, ou je pense qu'il consomme les fins de semaine, on va faire du dépistage, premièrement. Dans les écoles, on offre ce service-là, dépister la problématique, autant au niveau des substances que de l'Internet. Donc, pour aller voir, est-ce qu'il y a raison d'aller plus loin dans l'évaluation. Ensuite, il va y avoir des évaluations pour ceux qui cotent, on appelle ça nos feux rouges, là, ceux qui cotent là, au niveau feu jaune, feu rouge. Là, on va vouloir aller un peu plus loin, puis évaluer est-ce que ces jeunes-là ont besoin de services d'intensité, de forte intensité, comme ceux qu'on offre au Grand Chemin. Donc, il ne suffit pas de cogner à la porte du Grand Chemin et dire « Mon enfant a besoin d'aide, voilà, je vous l'amène ». Il y a vraiment un processus. Puis ça, nous, on s'occupe là, de vraiment bien l'expliquer aux parents, de les référer au bon endroit pour qu'ils puissent recevoir les services. Donc, pour revenir à la question de comment on traite ça, en fait, dans les deux cas, on va travailler sur un ensemble de compétences. On en a nommé quelques-unes. Tu as parlé beaucoup tantôt des émotions, gestion des émotions, gestion du stress, affirmation de soi, résolution de problèmes. Donc, beaucoup de compétences qui sont carencées, sur lesquelles on veut les équiper pour qu'ils puissent faire face à. Mais parce qu'on est à l'interne, nécessairement, ces jeunes-là vont faire une période d'abstinence. Qu'on parle d'abstinence de substances ou d'abstinence d'Internet, du Wi-Fi, là, de réseaux sociaux, des jeux vidéo. Après, là, c'est sûr qu'on ne va pas gérer ça de la même façon nécessairement. Quand ils sortent après, puis ils sont en réinsertion sociale, ils vont avoir différents objectifs
dans un plan d'intervention. Puis ça pourrait être un objectif d'abstinence dans un cas où un jeune est rentré pour une dépendance au cannabis puis il veut arrêter. Nous, on va le supporter dans ça. Au niveau des réseaux sociaux, de l'Internet, on va plus parler de réduction des méfaits. Donc, on va chercher à plus aller contrôler le nombre d'heures, la qualité du contenu qu'on va consommer. Est-ce qu'on veut encore aller sur les mêmes types de jeux qui sont très, très addictifs ou on veut aller vers d'autres types de jeux pour lesquels il y a plus de limites, il y a une fin. Fait que c'est dans ces eaux-là qu'on va travailler. OK, je trouve ça intéressant. Ça m'amène à un autre volet, tu sais, un peu les mouvements d'entraide d'Alcooliques Anonymes, de Narcotiques Anonymes et toutes les groupes d'aide anonymes, là, dans le fond. À l'époque, moi, avec ma fille, tu sais, il y avait une tournée des meetings à chaque semaine dans l'autobus jaune, ça, je me souviens. Ma fille, elle avait bien aimé par rapport à l'appartenance, tout ça, avec le groupe. Mais en même temps, tu sais, je voulais voir, est-ce que vous êtes encore dans cette vision-là? C'est quoi votre approche, justement? Est-ce que c'est abstinence totale? Tu sais, un jeune, ça reste que c'est un jeune. Est-ce que c'est pour la vie? Puis jamais je vais consommer. Tu sais, qu'est-ce on ne peut pas parler comme ça pour un adolescent, c'est sûr. C'est quoi votre vision? Mais oui, vision, on en fait encore des fraternités avec le groupe de l'interne. On l'offre un peu comme observation pour les jeunes. Puis il y a pour qui des jeunes, ça va faire sens, puis qui vont accrocher au niveau du sentiment d'appartenance, au niveau de un jour à la fois, tout ça. Parce que oui, dans les mouvements d'entraide, ils vont parler d'un jour à la fois, donc tu sais, de plus en plus. Fait que ça fait en sorte que oui, nous, on va utiliser certaines choses qui se passent dans les groupes d'entraide au niveau du partage, au niveau de s'exprimer, parler, donc tu sais. Mais c'est ça, le jeune va choisir. Il va choisir si pour lui, ça fait sens ou non. Puis nous, on veut leur faire connaître, de dire, ben oui, des fois, il y a des jeunes qui n'auront pas beaucoup de support alentour de lui. Puis peut-être que les fraternités, ça va être un milieu ce qui va de dire, oui, moi, je vais me sentir bien. Puis ça va être un milieu sécurisant. Ça va être un facteur de protection pour moi. Donc, tu sais, on va aller un peu dans ce côté-là. Mais le jeune va faire sa décision. Même quand il rentre, oui, il est en abstinence pendant l'interne, mais rendu à la fin de l'interne, il va avoir le choix à savoir de dire, OK, est-ce que je veux continuer cette abstinence-là ou non? Pour moi, c'est clair, puis j'ai pris ce que j'avais de besoin. Donc, on les amène dans cette décision-là. Puis c'est la même chose une fois rendu à réinsertion. Il peut commencer la réinsertion en disant, oui, je suis en abstinence, puis rendu à la fin, bien là, ton suivi termine. Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu t'en vas? Donc, ça peut être situationnel chez un jeune. C'est pas nécessairement comme on voit chez les adultes. Souvent, ça va être « je suis un dépendant, je ne dois plus consommer une journée à la fois, oui, mais je peux plus en prendre. » parce que Donc, chez le jeune, ça peut être situationnel par rapport à une situation vraiment précise, puis éventuellement, il pourrait comme ne pas nécessairement développer la maladie. Donc, OK, c'est intéressant quand même. On va pas le gérer comme une chronicité en soi. Là, pour certains jeunes, ça va être une période transitoire de leur vie où j'ai vécu des choses X, Y, Z. On sait que la dépendance, c'est beaucoup un ensemble, entre autres, de facteurs de risque qui sont réunis ensemble, pour lesquels, chez un individu X, Y, Z, bien, ça va avoir donné tel résultat. Et que ça peut être c'est une année qui n'a vraiment pas bien été. Il y a eu beaucoup de choses dans cette année-là. Puis on les revoit des fois quelques années plus tard, puis ils vont bien. Puis là, l'entreprise en construction, 2 enfants, puis ils viennent nous dire là, que des fois qu'on leur a sauvé la vie, mais ils se sont sauvés la vie. Là, nous, on a été là, on les a accompagnés, on les a soutenus pendant cette période difficile-là, mais ultimement, c'est eux qui ont fait tous les efforts pour arriver là. On les aide en thérapie interne, comme disait Marie-Josée tantôt, à développer des compétences, à développer des stratégies d'adaptation, ces choses-là. Oui, on va faire différentes activités juste pour aller susciter un intérêt qui s'est peut-être éteint, que ce soit en lien avec la musique, en lien avec le côté artistique, le côté sportif, le côté musée, d'aller jouer au quai, d'aller faire de l'escalade, randonner en vélo, des choses comme ça. Mais après ça, pour nous, c'est voici ce que tu peux faire autre que de consommer ou être en arrière de ton écran. Fait qu'il y en a pour qui de dire, oui, OK, j'ai le goût de continuer de m'investir dans le hockey que j'avais peut-être lâché, puis que je ne jouais plus, puis d'en venir à me redéfinir au travers de tout ça. Parce que c'est sûr que c'est gros pour un jeune d'arrêter de consommer, de dire, bien, je suis qui? Je suis qui, moi, si j'arrête de consommer? L'idéal, OK, comment moi je vois ça? L'idéal, c'est papa, maman viennent faire, puis là, après, je veux qu'on en parle un peu de ce que vous offrez pour les parents, mais papa, maman s'en viennent faire les ateliers ou ont des rencontres, tout ça. Donc, dans le meilleur des mondes, le jeune se rétablit, puis là, le retour à la maison, tout le monde est heureux et tout ça. Mais un jeune qui revient chez eux, puis que la dynamique est la même qu'avant et tout ça, est-ce qu'il y a
Dans le fond, c'est des maintiens qui font qu'en individuel, après, que vous pouvez arrimer, parce qu'un plan d'action, c'est le fun quand tu es en équipe familiale. Le systémique, ça arrive souvent, ça. C'est quoi les plus gros défis au retour, justement, à la maison que vous voyez souvent? C'est sûr que pour un jeune, de voir que son milieu ne change pas nécessairement, puis il va en avoir. Il va en avoir, malheureusement, que oui, on va avoir des parents qui vont être plus accompagnateurs au travers de la démarche de son enfant, puis on va avoir des parents qui vont être plus engagés à travailler certaines compétences parentales, certaines habiletés, puis de dire oui, je sais que certaines choses à changer. On offre quand même une rencontre familiale au travers aussi de la thérapie pour nommer des choses, pour voir un peu les attentes de part et d'autre. Donc, c'est souvent des moments bien émotifs, dans le sens que oui, il y a des choses... La madame, elle l'a vécu. Un souvenir. Oui, vraiment. Mais oui, de parler un peu de ce que le parent a vécu au travers de la consommation du jeune, puis bon, comment le jeune a pu vivre certaines choses au travers d'attitudes et de comportements du parent, mais il y a toute la partie de qu'est-ce qui s'en vient aussi par la suite, puis de voir, comment mon parent peut m'aider, qu'est-ce que je m'attends. Fait que, c'est sûr que là, déjà, on a une bonne idée à savoir, est-ce qu'on doit miser ailleurs peut-être au niveau du support et de l'accompagnement par rapport aux jeunes parce que les familles sont plus ou moins impliquées, parce que le parent est plus ou moins impliqué. Oui, puis il y a des fois des familles qui consomment. Oui. Moi, j'en vois régulièrement, là, que la famille consomme. Oui, on va aller chercher autour du jeune, à savoir, ça peut être où? Un frère significatif, une soeur significative. Un oncle, une tante, un grand-parent. Ouais. Au même titre qu'on ne peut pas obliger le jeune à se prendre en main, on ne peut pas non plus obliger les familles à venir travailler sur eux. On va les encourager fortement. On a plein de stratégies pour les impliquer dans notre service, puis on veut. Oui. Puis on n'a pas parlé beaucoup tantôt, mais une des choses que tous nos intervenants ont en commun, c'est la capacité de créer des liens de confiance. Ça, c'est notre outil. Moi, je le dis tout le temps, c'est notre outil numéro 1. Oui. Fait que quand on est, je pense, un bon intervenant, on a cette capacité-là à créer des liens, même dans l'adversité, parce que ces jeunes-là ont eu 2 travailleuses sociales, un intervenant scolaire, un intervenant, tu sais, des mythes, là, mais quand ils arrivent chez nous, il faut être cool, puis il faut être le fun, puis il faut être capable de créer ce lien-là. Sincère. Là. Puis vous êtes bon, là. Moi, j'ai rien à dire. Mon expérience était vraiment numéro 1. Puis j'aimerais ça, par exemple. Je sais pas si tu voulais rajouter de quoi, mais je voulais vraiment aller sur la rencontre familiale. Parce que, tu sais, là, j'amène les bouts un peu, tu sais, bon, c'est quoi les difficultés au retour. Je veux pas faire peur au monde, mais je veux tout que les gens puissent savoir qu'il y a des moments moins faciles que d'autres, même si c'est récupérable quand même. Tu sais, l'important, c'est l'ouverture du cœur, moi, je pense. Mais la rencontre familiale, moi, ça, je vous l'ai déjà dit, ça a été quelque chose de très déterminant pour moi puis ma fille. Donc, j'aimerais que vous puissiez amener cette explication-là de plus précisément de comment ça se passe puis qu'est-ce que ça apporte. C'est quoi le but de cette affaire-là? Parce que moi, ça a vraiment été déterminant. Il y a un avant-après cette rencontre-là. Le but, on va aller avec l'objectif des parents puis du jeune, de ce qu'il veut atteindre au travers de cette rencontre-là, mais juste de s'asseoir et de nommer les choses entre un parent qui a un rythme de vie, un travail côté professionnel, puis un jeune qui, là, a eu le temps de dégriser, de s'apaiser, de s'atterrir et tout ça. Donc, juste le but, c'est de recréer le lien qui s'est peut-être dissipé au travers de la dépendance du jeune, parce que le jeune était plus dans la consommation, parce que le jeune était en arrière de son écran, fait que juste d'essayer de renouer le lien qui était là au départ. Là, moi, comme maman, là, j'étais en tabarname. Je vivais de la colère comme ça n'avait aucun bon sens. J'étais dans le c'est à cause de ma fille si je suis malheureuse. Tout était en lien avec ma fille. Mais c'était tout elle le problème dans ma tête, à moi, là, tu sais. Puis cette rencontre-là, elle me fait voir autrement. Parce que ma fille m'a nommé les vraies affaires, puis j'ai fait « ouch! » De prendre responsabilité. Oui, vraiment. Ça fait mal à l'ego, ça m'a égratigné, mais en même temps, ça me fait du bien. Puis je me suis dit « OK, attends un petit peu, là. Tu sais, on n'a pas la même version de ce qui s'est passé. Fait que pour moi, c'était plus facile d'être dans le déni puis dans le c'est à cause d'elle. Puis probablement qu'elle aussi, de toute façon, là, était dans ça. Mais fait que pour moi, ça a été déterminant par rapport à ça. T'sais. Fait qu'il y a eu une espèce de minute vérité. Là. On est accompagné de nos intervenants. Comprendre et entendre, excuse-moi, Marie-Josée, mais comprendre et entendre le pourquoi qu'un parent agit comme ça, le pourquoi qu'un ado a agi comme ça. Mais effectivement, le parent est accompagné d'une intervenante à la famille, puis le jeune est accompagné de son intervenant de suivi. Donc, tu sais, c'est... Oui, les intervenants jouent un peu le rôle de petites mouches au travers de tout ça. On veut juste vous donner les guides puis que vous en venez vous-même à faire votre rencontre familiale. Là, mais... On réunit, en fait, toutes les conditions gagnantes, je pense. Là, quand ça a lieu, cette rencontre-là, il
faut savoir qu'on est à 5, des fois 6 semaines ish, là. Le jeune est prêt, stressé, fébrile, mais quand même prêt. On a bien préparé ce travail-là. Il l'a bien préparé, mais on l'a accompagné à préparer son travail écrit, là, son histoire de dépendance, là, qu'on appelle, pour partager à ses parents des moments clés. T'sais, il n'est pas obligé de tout dire, mais il y a des moments qu'il va avoir jugés là, avec son intervenant qui sont pertinents à dire. Nommer beaucoup les perceptions. Là. Moi, je me souviens de mes accompagnements. J'ai des images très claires d'accompagner un jeune pendant la rencontre, puis là, physiquement, on est en cercle. Puis là, chacun a un droit de parole. Puis là, on dit à notre jeune, ça va être important de regarder ton parent quand tu t'adresses à lui. Puis c'est super émotif, là. C'est vraiment chargé d'émotions. Mais de partager sa perception de, tu sais, quand vous me demandiez toujours d'être parfait ou que ma note, c'était jamais la bonne note. Tu sais, il y a des histoires. Puis là, le parent, il dit, hein, mais moi, j'ai jamais pensé que je te mettais de la pression. Puis là, fait que moi, des fois aussi, je le vois comme, terminer un chapitre, tourner la page, il va rester dans le livre, le chapitre, mais on va continuer à avancer dans le livre, là, dans l'histoire, sur des bonnes bases, sur des bases de confiance. Puis c'est sûr qu'avec ça vient un grand sentiment de fierté là, pour les jeunes quand ils ont fait ce travail-là. C'est comme le deuxième gros travail à faire de la thérapie. Le premier étant partager à leur groupe cette histoire de dépendance. Puis après, de le partager avec leurs parents et d'entendre, puis de répondre à certaines questions, des fois, qui sont toujours restées nébuleuses. Là. Fait que, mais c'est ça, les conditions gagnantes sont là pour s'assurer que ça se déroule bien puis que ça soit, comme tu l'as nommé tantôt, un moment déterminant là, de part et d'autre. Oh oui, ça a été guérisseur, en fait. Le bon mot pour moi, c'était réparateur, guérisseur, vraiment. J'ai vu mon enfant sur un autre, complètement sur une autre facette. Puis j'ai vu que, tu sais, elle avait le même envie que moi, que ça aille bien. Mais on n'avait pas le même langage. Probablement, ta fille t'a vu sur un jour qu'elle t'avait jamais vu non plus. Effectivement, puis on en parle encore de ça. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'elle continue de me dire. Puis ça, c'est important, je pense, de le nommer, mais ça c'est pas nécessairement en lien avec le grand chemin, mais c'est vraiment la journée que j'ai décidé que c'était terminé. Puis que je la mettais pratiquement dehors, qu'il s'est passé de quoi. Puis je le sais que pour un parent, tu fais comme, ben non, je ne mettrai pas mon enfant dehors, tu sais. Fait que je le sais qu'est-ce que les parents peuvent ressentir. Fait qu'imagine, moi, c'est pour ça que je vous dis ça, tu sais, dans la rencontre familiale, il y a toute cette affaire-là où il y a une charge de colère de part et d'autre en lien avec tout ce qui a été accumulé depuis longtemps. Fait que oui, réparateur au bout. Puis là... on a parlé, dans le fond, du retour dans la famille. Tantôt, tu as parlé un peu, Annie, de rapidement plan d'action, tu sais, pour quand tu sors après 2 mois, tu sais, tout ça. En général, parce que je sais que c'est pas la même chose pour tout le monde, mais tu sais, en général, le retour dans un milieu scolaire, par exemple, où la plupart des adolescents, je dis la plupart, mais en tout cas, bref, il y a beaucoup de consommation dans les écoles au secondo-secondaire. Le sentiment, justement, qu'on parlait tantôt d'appartenance qui est important, bien, ce sentiment d'appartenance-là, il peut être aussi au sein d'un groupe qui consomme, puis que c'est le lien, c'est la consommation. Comment ça se passe pour un jeune, je dis encore général, là, parce que je comprends que c'est pas pareil pour tout le monde, mais le retour à cette affaire-là, de cette espèce de réalité-là. Bien, dans la thérapie, il y a la phase responsabilisation qu'on appelle, qui est les 2 dernières semaines, donc qui suit une première sortie préparatoire. Je dis première parce que des fois, si on a besoin d'en faire une deuxième, on en fera une deuxième. Okay. Mais dans cette phase-là, entre autres, c'est toute la préparation par rapport à cette sortie-là. Donc, des fois, on va accompagner un jeune à faire le ménage de ses médias sociaux. Donc, préparatif, oui, dans le fond. Donc, de préparatif. Des fois, d'amener un jeune à écrire une lettre à son meilleur ami, à sa meilleure amie, à peu importe, pour mettre ses limites ou des choses comme ça. Fait qu'on accompagne le jeune avant même qu'il sorte dans un processus de comment je peux, moi, me protéger un peu plus pour quand je vais sortir. Puis c'est sûr que oui, la réinsertion qui est là, donc les jeunes reviennent une fois par semaine au centre, que ce soit en rencontre individuelle, en rencontre de groupe. Donc, tu sais, le sentiment d'appartenance, bien, ils vont le garder un peu au travers du groupe avec lesquels ils ont cheminé en thérapie interne, qui sont rendus maintenant en réinsertion, donc ils peuvent s'épauler, s'appuyer puis s'accompagner au travers de tout ça. Puis c'est sûr que s'ils ont besoin de refaire une rencontre familiale rendue en réinsertion, on va en refaire une autre rencontre familiale au besoin. Mais je pense vraiment, c'est ça. Souvent, on essaie de l'aider. Si on a besoin de travailler encore là en parallèle avec les intervenants scolaires, en lien avec, tu sais, quand Marie-Josée parlait de la trajectoire de service, mais souvent cet intervenant-là qui nous a référés, mais ça se peut qu'il le voyait avant, une fois par semaine à l'école. Okay. Donc là, on va continuer.
On va remettre en contact avec cet intervenant-là qui a peut-être pris des nouvelles tout au long de la thérapie, puis de dire, bien là, regarde, si tu as besoin d'une intensité plus élevée, bien, tu peux aussi voir ton intervenant une fois par semaine. Donc, on essaye de mettre les choses en place. Puis oui, d'amener un jeune à déjà identifier ses facteurs de risque, ses facteurs de protection par rapport à son retour dans son milieu, à l'école. Donc, on ne se cachera pas que oui, l'école est souvent le milieu le plus anxiogène. Il y a de la pression, des oui. pères, là, aussi... On n'est plus cool quand on ne suit pas la gang, souvent. Fait qu'il y a cette affaire-là aussi, besoin d'être aimé. On va en avoir parlé beaucoup de ça avant. Là, dans le cadre de la programmation d'une journée, par exemple, ils ont des rencontres de groupe où ils vont discuter de certains sujets. Ils peuvent choisir un thème ensemble, là, les jeunes. Puis le thème, ça pourrait être mes situations à risque. OK. C'est quoi mes situations à risque? Ils vont le travailler à la fois à l'écrit. Je pense qu'il y a un petit travail. Ils font un petit travail à l'écrit, mais aussi ils peuvent le partager. Ils en discutent entre eux. Des fois même des mises en situation, faire des jeux de rôle, d'affirmation. Fait que quand on parlait des compétences à travailler, c'est des compétences aussi qui vont leur servir toute leur vie, mais qui vont aussi leur servir dans l'immédiat quand ils vont sortir. Puis nous, on est toujours là, on demeure disponible s'ils ont besoin d'aide. S'ils vivent une situation, ça arrive des fois, les jeunes nous appellent en direct de l'école. Là, il s'est passé telle affaire à pause, puis j'ai besoin d'aide là, parce que j'ai failli reconsommer. Ça, c'est une grande marque de confiance du jeune envers le centre, par exemple, envers l'intervenant qui le suit. C'est ça, d'où l'idée de ce lien-là. On veut le créer très fort. Puis je pense qu'au Grand Chemin, on est reconnu pour ça, de créer des bons liens. Par l'intensité aussi, hein? Du 24/7, ça crée des liens. Là. Tout à fait, c'est clair. D'office, ça crée des liens. Donc, ces jeunes-là vont avoir ce réflexe-là de nous interpeller si ça ne va pas bien, mais on veut qu'ils développent ce réflexe-là. Puis si un jeune, admettons, on n'en a pas parlé de ça, mais si un jeune, mettons, il fait son 4 mois, maintient tout ça, puis il y a une période, mettons, 2 mois plus tard, il rechute ou il est en danger de rechuter ou quoi que ce soit, y a-t-il une possibilité de faire un court séjour? Y a-t-il quelque chose que le Grand Chemin offre pour au moins continuer un peu de tendre la main? Bien, c'est sûr que s'il est dans sa période de 4 mois, il y a une possibilité de ressourcement qui peut avoir, de revenir une journée, de revenir une fin de semaine, de revenir une semaine, même 2 semaines. Dans le sens que, c'est ça, il peut, s'il ressent le besoin, s'il y a eu une rechute ou des choses comme ça, pendant qu'ils sont en suivi, en réinsertion, c'est possible. Suite à leur programme est complété, on les a soulignés, bref, un gala, blabla, ils n'iraient pas bien, puis qu'ils sont encore en âge de vouloir, de pouvoir intégrer, mais on pourrait les réaccueillir. Okay. Mais encore là, il y a toute l'évaluation spécialisée qu'on va faire qu'on va prendre le temps de faire pour s'assurer de dire, bien là, est-ce qu'on a juste un jeune qui ne se fait pas confiance, mais qui a toutes les compétences nécessaires pour se reprendre en main sans le retirer encore une fois de son milieu, tu sais, veut pas. Donc, il y a toute cette évaluation-là qui va avoir lieu, bien entendu. Est-ce qu'il y a un gros temps d'attente? Parce que je sais que la période estivale versus le reste de l'année, probablement que c'est différent, j'imagine, mais en général... Je dirais que depuis la pandémie, là, malheureusement, mon temps d'attente est très minime. Mes places ne sont pas tous prises à Montréal. Okay. C'est la même chose à Saint-Célestin, à Québec. Nos centres, ils ne sont pas pleins. Donc, je pense que la pandémie a fait en sorte que ça a été plus difficile d'aller chercher les jeunes là où ils étaient. Quand les écoles ont fermé, quand les maisons de jeunes ont fermé, ils ne pouvaient pas être dans les parcs, ces choses-là. Fait que ça a eu un impact, c'est sûr, on veut pas. On vit encore les effets rebonds de ça. Ça et peut-être aussi le fait que en santé et services sociaux, c'est difficile au niveau... du personnel, là, de garder le personnel. Il y a un grand roulement de personnel. Donc, quand je me fais attitrer une chaise à l'école, que je connais pas trop les tâches, je fais peut-être un peu moins de dépistage pendant certains mois, le temps de m'approprier mes tâches. Fait que tout ça fait en sorte que... c'est ça, on a... Heureusement, pour les jeunes qui en ont besoin, on n'a pas d'attente, mais... Malheureusement, en même temps, ça veut dire qu'il y a des jeunes, parce que ça ne s'est pas arrêté, là, un peu comme le cancer pendant la pandémie, il ne s'est pas mis sur pause. Ils ont juste arrêté de détecter les cancers. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de toxicomanie active. Là, il y a des besoins. Au niveau des mécanismes d'accès jeunesse, quand même, on travaille avec les mécanismes d'accès jeunesse, donc les CRD, les centres de réadaptation en dépendance. Puis il y a quand même une trajectoire bien claire de pouvoir donner des services rapidement à des jeunes qui demandent de l'aide. Donc, au travers du temps en tant que tel, oui, une première évaluation qui va avoir lieu, un premier contact de 24-48 heures, une première évaluation entre 7 à 10 jours. Donc, s'il y a besoin, c'est pas quelque chose qui va tarder nécessairement, grâce, bien entendu, au mécanisme d'accès. Là. Mais on est loin de là, peut-être 15 ans, qui pouvaient avoir des 2, 3, 4 mois d'attente. Oui, c'est ça. Nous autres, c'était pas
mal ça, je pense. Oui. Mais voilà. Oui, OK, j'ai une autre question qui me vient. Le fameux gala. Oui. En fait, c'est pas tant une question que juste parlez-moi-en. Oui. Moi, j'ai adoré ça parce que moi, je pense que c'est par des accomplissements que l'estime de soi augmente, je veux dire, automatiquement. Donc, pour moi, c'était comme un objectif. En tout cas, quand je regardais ma fille penser à ce gala-là, c'était comme un aboutissement de tout. Alors, j'aimerais ça. Il y a une première cérémonie qui a lieu à la fin de l'interne qui, déjà, en soi, est une étape que... un jeune, ça se peut qu'il arrive, il est dans sa première journée, puis OK, on va aller au salon parce qu'il y a une cérémonie, donc il n'y a même pas dégelé encore, puis il voit une première cérémonie, mais ça peut être accrocheur de dire hey, moi, j'ai donc bien le garde de me rendre jusque-là, puis d'entendre mes parents me parler aussi devant mon groupe de jeunes. Donc, ça, c'est la première étape, je dirais, de l'accomplissement. Puis après ça, il y a une petite cérémonie qui a lieu à la fin de la réinsertion, mais en attente de, ce gars-là. Puis, écoute, on a fait notre premier cet été, depuis la pandémie. Parce qu'on avait fait des virtuels, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Donc, on a fait notre premier, puis l'impact est toujours le même, dans le sens que, on a les jeunes de l'interne dans la salle, les jeunes de la réinsertion, puis tous nos finissants qui ont fait le programme au complet. Mais oui, ça donne toujours des moments bien émotifs de parents qui sont dans la gratitude par rapport à leur enfant, par rapport, à nos services, tout ça, puis des jeunes qui se mettent sur leur 36. Là, les intervenants qui pleurent. Ben oui. Les intervenants qui versent des larmes. Oui. À la table où j'étais assis, j'étais avec l'intervention Nature Aventure, puis c'était sensiblement des nouveaux intervenants. Là. Puis là, le premier jeune qui partage, puis qui dit merci, puis ses parents lui disent on a retrouvé notre enfant, puis ils sont super émotifs. Puis là, nous, ça fait 20 quelques années. Oui, c'est ça. On n'est pas à des cœurs de pierre. Là. Moi, j'ai pleuré au moins 3 fois cette soirée-là. Mais quand même, là, ils disent hey, ça va-tu être intense de même tout le temps? Je suis comme t'as rien vu encore. Là. Et de fait, ils ont passé la soirée Puis, il y a un service, là, il y a un buffet, tout ça. Puis même, les serveurs qui servaient la nourriture, qui allaient servir, ils pleuraient pendant les... Parce que, je veux dire, c'est des ados qui sont touchants, puis ils parlent de ce qu'ils ont vécu, puis à quel point ils ont retrouvé des liens. Puis, ouf, c'est des beaux moments. Mais c'est des beaux moments, c'est ça. On verse des larmes, mais c'est des belles larmes. Puis justement, tu parlais tantôt un peu, tu fais affaire avec la CRD, tout ça. Donc, tout pour les gens qui entendent ça, ils ne savent peut-être pas ce que c'est, mais c'est tout ce qui est gouvernemental au niveau des services publics. Exactement, indépendance. CCIUS. Justement, les coûts. Est-ce que c'est un service gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit. C'est important quand même de... oui, tous nos services sont gratuits pour les jeunes québécois, bien entendu. Puis même si on fait des activités, je parlais tantôt, on va aller faire du patin l'hiver, on va aller faire de l'escalade, tout ça, tous ces coûts-là sont couverts par le Grand Chemin. Fait que oui, on a la Fondation Le Grand Chemin qui s'assure d'aller chercher les sous nécessaires pour que notre thérapie soit gratuite. Parce que sinon, des fois, on compare avec les adultes, 3 000 pour 21 jours, mais 8 à 10... 3 000? C'est pas mal rendu 5 000. Et plus, c'est ça, l'inflation est passée aussi. Fait que, un 8 à 10 semaines, on sait très bien que les parents, les familles n'auraient pas cet argent-là. Donc, pour nous, ça, c'est hyper important de permettre cette gratuité-là pour donner accès à tous les jeunes. Donc, gratuit. Pas d'attente. C'est comme quelque chose de wow. C'est comme on va se pincer, c'est rare ça. Gratuit, pas d'attente. Puis c'est ce que je voulais que les gens entendent parce que souvent, on se dit « Ah, mon Dieu, il y a de l'attente partout, que ce soit les psychologues, les ci, les ça, puis ça coûte une fortune. » Donc, le fait que ce soit gratuit, accessible, que ce soit fait dans l'objectif de bienveillance, parce que moi, c'est ce que je retiens du Grand Chemin, c'est la bienveillance de tous. Ma fille a eu un message de son intervenant du temps, Jonathan. Donc, Jonathan, allô? Et puis, voilà, donc c'est très humain, c'est très... Nous, je le répète, mais ça a vraiment changé notre vie à moi puis ma fille. Est-ce qu'il y a une démarche concrète? Si tu disais il y avait un processus et tout ça, vous disiez ça tantôt. Un numéro de téléphone précis, site Internet, comment les gens peuvent, s'ils veulent commencer une démarche, une demande d'aide pour leur enfant, bon, il faut que ce soit volontaire. Donc, comment ça se passe exactement là, pour que vraiment ça soit fait... c'est sûr. Oui, vas-y. Oui. En fait, dépendamment des régions au Québec, là, on va s'adresser au CRD, le Centre de réadaptation en dépendance. On ne se trompe pas. On demande l'accès des services jeunesse. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire le processus d'évaluation là, qui est nécessaire. Là, le dépistage en premier lieu, ensuite l'évaluation. Des fois, ça peut commencer en milieu scolaire. Quand il y a un intervenant, avec les jeunes particulièrement, là, on veut prendre une porte s'il y a une porte qui est déjà ouverte,
on va prendre cette porte-là. Par exemple, j'ai une intervenante à l'école, elle suit mon enfant, elle a dépisté, tout ça. Bien là, on va continuer là, à partir de ça, là, le dépistage. Là, on a mentionné que dans le dépistage, c'est suffisant pour aller plus loin en évaluation. Là, c'est le CRD qui va prendre la relève. Puis, pour les numéros de téléphone là, dont tu parlais, dépendamment des régions, il y a un numéro différent dans chaque région, mais on s'adresse à la même place, là, Centre de réadaptation en dépendance, service jeunesse. Ou sinon, il y a toujours la possibilité de faire le 811, l'option 2, l'info sociale. Okay. Fait que ces 2 numéros-là, on ne se trompe pas. Puis on rajoute là-dessus le numéro ou Info Le Grand Chemin. Là, dans tous les cas, on va diriger les parents à la bonne place en fonction de la région. OK. Puis dans le cadre du fait que toi, tu fais des conférences. Oui. Donc, y a-t-il quelque chose que tu peux offrir, justement? C'est plus au niveau scolaire ou c'est à quel niveau que tu... Est-ce qu'on passe par le grand chemin si on a besoin? On a envie d'avoir ta conférence pour avoir plus d'informations? Comment ça fonctionne? Aussi sur Info Le Grand Chemin ou la page, le site web du Grand Chemin, il y a un onglet conférences. Donc, souvent, moi, on va m'interpeller dans le cadre des événements scolaires, dans le cadre de... Ça peut être Carrefour Jeunesse Emploi, ça peut être des maisons des jeunes, ça peut être différentes organisations qui m'interpellent pour offrir des conférences aux parents. J'en ai fait plusieurs là, dans le temps de la pandémie en virtuel, donc c'est assez facile d'assister comme parent. C'est peut-être plus difficile des fois physiquement de se déplacer, mais oui, on passe par Info Le Grand Chemin. Moi, je donne toute l'information à ce sujet-là. Merveilleux. De toute façon, c'est sûr que tout va être après le podcast. Il va y avoir tous les renseignements et tout ça. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter s'il y avait quelque chose à rajouter qu'on n'a pas parlé, mais qui pourrait être pertinent pour aider justement les familles qui ont besoin? Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez rajouter ou expliquer plus précisément ou quoi que ce soit, ou si on a fait, semble, le tour pas mal de la ressource. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je n'ai pas rien qui me vient en tête, mis à part qu'il y a un accès au service, que c'est possible, puis que... C'est ça. Puis que dans tous les cas, là, les parents, souvent, la façon qu'ils vont nous retrouver, là, entre autres pour la cyber, là, parce que moi, je m'occupe du volet cyberdépendance, mais ils vont taper dans Google cyberdépendance, puis on va apparaître, on va être là, puis là, ils vont demander voici, puis là, ils vont nous parler là, dans un paragraphe très complet. Là, mon enfant fait des crises d'agressivité, toujours sur son écran, il a délaissé ses amis, délaissé son sport, je ne sais plus quoi faire comme parent, pouvez-vous m'aider? Puis soyez assurés que dans tous les cas, on répond à chacun de ces courriels-là. On dirige les personnes vers la bonne ressource. Puis même, on se montre disponible à la suite de ces courriels-là en disant, si jamais, pour X, Y raison, vous n'avez pas reçu l'aide que vous escomptiez avoir, n'hésitez pas à nous réinterpeller, puis on va faire le processus avec vous pour s'assurer que vous soyez dirigé à la bonne porte. Parce que ça peut être décourageant, par moment, peut-être d'appeler un numéro, on nous réfère un autre numéro, on veut les 12 travaux d'Astérix. Fait que nous, on veut s'assurer qu'ils vont cogner à la bonne porte. Là. Marie-Josée, Annie, un grand merci vraiment. Je suis certaine que ça va pouvoir aider plusieurs personnes qui ne savaient pas qu'il y avait des possibilités pour les familles de consulter pour les dépendances des jeunes. Un grand merci à vous. Merci à toi, Cathy. Merci. Que vous cherchiez à perdre du poids, à raffermir votre peau, à réduire la cellulite, à retrouver un tonus musculaire ou à augmenter votre endurance, Iron Body Fit Saint-Bruno se consacre aux objectifs de chacun de ses membres. Dans une ambiance à la fois chaleureuse et dynamique, nous proposons un entraînement simple et efficace, sans impact sur les articulations. Nos coachs qualifiés vous accompagneront dans la réalisation de vos objectifs et vous pousseront à chaque séance pour tirer le meilleur de vous-même. Un suivi toutes les 6 semaines avec la technologie VizBody nous permettra de vous guider efficacement. Venez profiter d'un essai gratuit et sans engagement au studio Iron Body Fit de Saint-Bruno, situé au 1314 rue Roberval, Saint-Bruno de Montarville. Tout peut changer. Changez votre vie avec Iron Body Fit de Saint-Bruno. Tout peut changer.